Bonjour les enfants et bonjour YouTube. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai de l'expérience de Solomon Asch. Et comme je vous parlais dans la vidéo précédente, l'expérience de la prison de Stanford, de Philippe Zimbardo. Et des clés pour pouvoir se débarrasser de toutes ces croyances. Pour continuer sur cette série de vidéos sur les croyances limitantes. Alors l'expérience de Solomon Asch nous montre à quel point nous pouvons être sensibles à la pression d'un groupe, au point de faire des choix qui vont à l'encontre de l'évident. Alors, j'ai les yeux qui fatiguent avec les lunettes, donc je les remets. Elle présente une ligne sur la partie de gauche, et sur la partie de droite, 3 lignes, notées 1, 2 ou 3, ou A, B ou C. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'identifier la ligne de gauche parmi celles de droite. 1, 2 ou 3. Ça a l'air facile. Pour réaliser l'expérience, on a convoqué des personnes lambda en leur faisant croire qu'ils participaient à un test de perception visuelle. Chaque personne a été placée dans un groupe, avec 7 autres personnes. Quand on réalise cette expérience en conditions normales, le taux de succès est supérieur à 99%. On les a assis autour d'une table, et on leur a montré des images portant des livres, comme la première image que je vous ai montrée. Les membres du groupe devaient donner leurs réponses à voix haute, les uns après les autres. Mais ce que les personnes ne savaient pas, c'est que les 7 autres membres du groupe étaient en fait des comédiens. Le groupe était disposé de manière à ce que les personnes testées répondent toujours en dernier, après les comédiens. Au début de l'expérience, les complices ont pour consigne de donner la bonne réponse. Mais au bout de plusieurs images, ils se mettent à tous choisir à l'unanimité une réponse fausse. 3. But on the third trial, something happens. 2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. Avec chaque sujet, l'expérience est menée 18 fois. Et 12 fois sur les 18, le groupe de comédiens donne tous ensemble une réponse fausse. Il faut savoir que dans ces conditions, seulement une personne sur 4 commet un sans faute. C'est-à-dire que les 3/4 des personnes testées se laissent influencer au moins une fois, en suivant l'avis du groupe, qui donne pourtant une réponse plus que fausse. En moyenne, le taux de mauvaise réponse est d'environ 30% contre moins de 1% en conditions normales. Tous les sujets ont été débriefés à la fin du test, et on a fini par leur révéler le but de la réelle expérience. Asch a alors recueilli 3 types de réponses. Certains avouent s'être laissés convaincre par l'opinion unanime du groupe, d'autres avaient la bonne réponse mais ne voulaient pas se prendre la tête avec le groupe pour des histoires de lignes, et enfin, certaines personnes étaient intimement persuadées qu'ils donnaient toujours la bonne réponse. L'expérience de Asch nous révèle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que nous sommes bien plus influençables que ce que nous voudrions le croire, et que le besoin de conformité peut nous pousser contre l'évidence consciemment ou non. Quand c'est pour une ligne, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais quand on parle de torture, de peine de mort ou de choix pour le futur de notre vie, là c'est une toute autre question. Imaginons, il y a un débat sur l'autorisation de la peine de mort, sur un groupe de 15 personnes. Ils doivent voter pour la peine de mort. Et qu'il faut que le vote soit unanime, donc 15 sur 15. Que les 14 premières personnes pensent que la peine de mort est une bonne chose. Qu'est-ce que va penser la 15e ? Cette expérience révèle que la 15e personne peut suivre par conformisme. Donc imaginez si vous décidez d'avoir un nouveau travail, d'ouvrir votre entreprise, choisir une nouvelle compagne, n'importe quoi, n'importe quel choix dans la vie, et que tout votre entourage vous dit de faire le contraire, vous dit que c'est impossible. Il est possible que sous cette pression inconsciente, vous suiviez la vie des gens plutôt que de suivre ce que votre cœur et vos valeurs vous disent de faire. Pourquoi de bonnes personnes, pères de famille, sans aucun problème, se retrouvent à devoir tuer des gens ? Parce que leur entourage les a confortés dans leur choix. Que ce n'était pas si grave et que c'était mérité, cette personne le méritait. Comme dans les films, où le gentil, pendant tout le long du film, il prend cher dans la gueule, et arrivé à un moment donné dans le film où on dit stop, c'est bon, le méchant tu peux le tuer, tu peux le buter, c'est un monstre, il mérite. Un autre exemple qui mérite d'être raconté, et qui est dans la continuité de Solomon Asch, c'est l'expérimentation. C'est l'expérimentation de la prison de Stanford.
et de ce qu'on appelle l'effet Lucifer. L'expérience de Stanford illustre le scandale des prisons et la brutalité du monde carcéral. En 1971, soutenu par l'université où il enseigne, le professeur Zimbardo décide de créer une simulation dans une prison dans les sous-sols du département de psychologie de Stanford. Et il dira « Nous voulions savoir ce que le fait de devenir prisonnier ou gardien de prison produit au juste comme effet sur le comportement et sur le psychisme. » Zimbardo recrute alors 24 étudiants, volontaires pour une durée de 2 semaines, et à hauteur de $15 par jour. Lui-même participe à l'expérience en tant que directeur de la prison. La moitié des étudiants jouent le rôle des gardiens, l'autre celle des prisonniers. Une salle de repos, un vestiaire et un petit placard appelé le trou pour punir les prisonniers. Les gardiens avaient tout le matériel nécessaire. La matraque, l'uniforme, la totale et le pouvoir absolu sur les prisonniers. Les prisonniers avaient des blouses oranges, un numéro d'écrou et n'étaient appelés que par leur numéro. Très rapidement, les gardiens ont eu, comme ils ont appelé ça après l'expérience, l'aphrodisiaque ultime du pouvoir. Harceler et humilier les prisonniers sans aucune incitation à le faire. Le pire, c'était la nuit. Comme les gardiens pensaient ne pas être surveillés, ils frappaient les prisonniers, ils les faisaient nettoyer les toilettes à main nue, ils rationnaient leur nourriture au strict minimum et les privaient de sommeil. Tous les gardiens et même le directeur avec le phénomène de groupe se mirent à tous le faire. L'expérience devait durer au moins 15 jours. Ils pensaient que c'était le minimum pour voir des débuts de changement d'attitude des personnes. Vous savez au bout de combien de temps ils ont arrêté ? Au bout de 6 jours. Car c'était devenu insoutenable pour les prisonniers. D'ailleurs, ils diront de eux-mêmes qu'ils ont fini par croire qu'ils avaient vraiment fait quelque chose de mal et que tout ça était mérité, et finissaient par se renfermer sur eux-mêmes. On appelle ça l'effet Lucifer. Il y a une similitude avec les soldats américains en Irak. Les autorités, les médias, les hauts gradés n'arrêtaient pas de leur rabâcher jour et nuit que absolument tout Irakien, femme, homme, enfant comme bébé, étaient certainement des potentiels terroristes. Pour être dans un climat de guerre, de méfiance et pour que les soldats se sentent toujours menacés, ce qui les poussait à perdre leur capacité d'empathie et que les circonstances exigeaient de la cruauté, comme tuer un enfant, une femme, car ils étaient certainement des terroristes. Tous les exemples que je cite sont là pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui est fait pour connaître le cerveau de l'homme. Et si vous n'apprenez pas à le connaître et à l'utiliser, d'autres le connaîtront pour pouvoir vous manipuler. C'est Philippe Croizon, en étant amputé des 4 membres, c'est-à-dire il avait plus de bras, il avait plus de jambes, le gars. Il a réussi à traverser la Manche, 33 km à la nage, en 13 heures et 26 secondes. Comment peut-on employer le mot impossible pour nos rêves ou pour nos projets, ou pour les deux ? Qui est-ce qui a dit que c'était impossible ? Où est-ce qu'il habite ? Que j'aille le voir. Où est-ce qu'il habite ? Comment est-ce que je suis sûr que ce que je crois est vrai ? Je répète, posez-vous cette question. Comment est-ce que je suis sûr que ce que je crois est vrai ? Qu'est-ce qui me pousse à croire que ma croyance est la bonne ? Commencez à changer les croyances limitantes qui vous bloquent. En croyances militantes. Changez sa manière de penser. Au lieu de dire c'est impossible, dites plutôt pourquoi pas. Le ça n'arrive qu'aux autres, bien sûr, moi aussi je peux. Une erreur, non, c'est une leçon. Une difficulté, non, c'est une opportunité. Un obstacle ou un défi. Remplacez le je suis trop vieux par j'ai de l'expérience. Et il est trop tard par il est encore temps. C'est de la chance ou c'est du travail. Que l'on pense que l'on peut devenir millionnaire ou que l'on pense que ce n'est pas possible, dans les deux cas vous avez raison. La croyance définira les actions que l'on mettra en place pour rendre cette croyance vraie. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, bravo à vous. Vous faites partie des 5% qui ont envie de réussir et qui cherchent des solutions pour. Alors bravo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, dire ce que vous pensez, donner vos avis dans les commentaires et vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et m'aider à être mieux référencé pour qu'un maximum de personnes soient touchées et que je puisse continuer à faire ça bien sûr. Et à vous partager le maximum. Et un petit partage à quelqu'un qui doit absolument voir cette vidéo. En tout cas, merci à vous les enfants et à bientôt.